Depuis hier, je suis parmi vous, de Bassins à la Timone, du port à vos écoles, parcourant l'énergie, parfois les colères, les ambitions, les désirs de faire et d'avancer de cette ville formidable qu'est Marseille. Vous avez rappelé son histoire, en tout cas une partie, monsieur le maire, à l'instant, du lieu qui nous abrite et des origines antiques de la capitale phocéenne, cette capitale du Sud. Beaucoup de gens me disent pourquoi maintenant? D'abord parce qu'il n'est jamais trop tard. Ensuite parce que, comme toute notre jeunesse, nous avons à rattraper 1 an et demi où le Covid a beaucoup arrêté les projets, ralenti des ambitions. Et donc l'urgence, aujourd'hui, est d'accélérer beaucoup de choses que nous faisions avancer, mais parfois à un rythme qui était, si je puis dire, celui des affaires courantes ou des affaires normales. Je crois que nous avons tous fait l'expérience de la vulnérabilité dans cette période et de la nécessité, quand des ambitions devaient être posées, d'en repenser le rythme, la force. C'est maintenant. Et puis pourquoi Marseille? Alors vous avez une réponse, elle est légitime, mais peut-être êtes-vous un peu biaisé, monsieur le maire. Mais de là où je parle, je suis obligé de répondre à toutes les autres villes de notre pays. Et j'entends beaucoup d'élus qui disent pourquoi il va là-bas et pourquoi apparemment on va promettre tant et faire tant. Vous avez apporté une partie de la réponse. Parce que Marseille est la 2e ville de France. Marseille est grande comme 2,5 fois Paris. La métropole comme 2 fois le Grand Londres. Ce sont donc des réalités physiques inédites. Marseille, c'est une ville-monde qui est en effet ce palimpseste de migration et d'une France accueillante, avec tous les défis que cela suppose et toutes les difficultés. Et c'est une ville qui a accueilli en son cœur, et où ce qu'on appelle souvent les quartiers ne sont pas à la périphérie ou loin d'un centre où tout va bien, elles sont dans la vie, en son cœur. Et donc en effet, elle est perclue de fractures géographiques, de ces défis. Et c'est une ville qui, par sa localisation, parce qu'elle est au cœur de cette Méditerranée, qui est à la confluence de tous les défis climatiques, géopolitiques, migratoires, a multiplié les opportunités, mais aussi les défis. Elle est plus pauvre que beaucoup d'autres grandes villes. Et cette pauvreté s'est concentrée toujours au même endroit. Et ces endroits se sont enclavés et les habitants y ont été assignés à résidence. Et au milieu de tout cela, c'est une ville pleine d'énergie, où il y a l'excellence universitaire, culturelle, économique, nombre d'entre vous ici représentés, et qui va en quelque sorte se libérer de cette bogue, de ces difficultés, de ces fractures. C'est une ville aussi qui, par son histoire, pendant longtemps a tourné le dos à la Méditerranée, parce qu'elle était source de contrôle quand elle n'était pas source de danger. Et donc elle s'est repliée. Puis elle a tourné le dos aux villes qui l'entouraient, parce que les équilibres politiques étaient différents, parce qu'il fallait se replier. Et donc elle est en quelque sorte fracturée de toutes parts, avec une métropole polycentrique. Et elle est l'héritière de tous ces rêves, de cette ambition qui est encore là, que je sens dans tous les cœurs et dans tous les esprits, mais elle est l'héritière de toutes ces difficultés. Alors oui, j'assume complètement que le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Parce que décider que ce serait une ville comme les autres, ce serait acter qu'elle va continuer à vivre au milieu de ces difficultés, les subir, et ne pas réussir pour elle-même, pour tout le territoire et pour tout le pays. C'est acter qu'elle ne pourra pas jouer le rôle qu'elle doit jouer dans cette Méditerranée à laquelle je crois profondément. Et donc,
Je pense qu'aider aujourd'hui Marseille à réussir, ça n'est d'abord pas lui faire l'aumône. C'est aider à déclencher quelque chose qui est là. Mais c'est bon pour le pays tout entier. Alors une fois que j'ai dit ça, j'arrive devant vous avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'ambition, je vais y venir parce que je pense qu'on peut faire de grandes choses. Beaucoup d'humilité parce que j'ai conscience de venir après beaucoup d'annonces. J'ai eu la chance hier de commencer en échangeant avec les parlementaires et les élus. C'est ce qui m'a d'ailleurs été dit avec beaucoup de franchise. Des milliards, on en a souvent entendu ici. Des premiers ministres, des présidents. Ça n'est jamais arrivé. En tout cas, ça n'a pas changé les choses. Et donc, j'en ai tiré la conviction qu'il fallait ni faire un chèque, ni faire un plan. Et qu'est-ce que serait un plan proposé depuis Paris, qui descendrait, etc. Mais nous devons collectivement réussir ce pari, mais en tirant les leçons de ce qui a échoué. Ce qui a échoué, c'est sans doute qu'on avait sous-estimé que les difficultés étaient concentrées. Celles de la pauvreté, de l'exclusion, à la fois les difficultés pesant sur nos concitoyens et celles et ceux qui arrivent sur notre sol et les territoires. Et donc la réponse, elle est forcément multiple. Elle ne se fera pas en un jour et il n'y a pas de recette cachée, de formule magique. Ensuite, c'est qu'à tout cela se sont ajoutés d'autres défis, d'autres fléaux. J'y reviendrai, celui de la drogue, nous l'avons vu hier, qui parasite la ville et la vie et a bousculé la vie de tant de quartiers. Et c'est parce qu'aussi nous avions sans doute sous-estimé, jusqu'ici, les divisions. Et je le dis avec beaucoup d'amitié et l'envie de réussir avec vous. Mais au fond, l'État peut systématiquement arriver en proposant des milliards. Si toujours l'action publique est divisée et les chicayas locaux bloquent l'avancée, ces milliards n'arrivent jamais sur le sol. Mais ça n'est pas la faute de ceux qui les ont dit avant moi. C'est la faute d'une action collective qui n'arrive pas à s'organiser et se faire. Et je suis frappé de voir qu'il y a tout à la fois une énergie incommensurable, une jeunesse inédite en France, et une si grande difficulté à définir ce qu'est l'intérêt général de la ville comme de la métropole. C'est ça le problème qu'il y a à Marseille. Et ça n'est pas l'État qui peut le régler. Il peut y aider, y contribuer, déclencher, en poser les conditions, c'est ce que je vais vous proposer, par une ambition et quelques exigences. Mais c'est cela dont nous avons besoin. Et donc, vous l'avez compris, je ne viens pas ici faire des promesses, je viens prendre des engagements en demandant. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira ensemble. Parce qu'il n'y a plus de thaumaturge. Pardon, monseigneur. Dans l'ordre temporel qui est le mien. Les choses étant maintenant séparées. Mais il y a tout à la fois une ambition et une exigence qui est fille de cette fraternité, parce que la fraternité sans exigence est une fraternité qui ne vaut rien. On peut accueillir, et si à la fin on ne sait pas le faire, c'est le défi qui est le nôtre. Alors face à cela, ce que je vous propose, c'est de répondre tout à la fois aux urgences et essayer aussi de regarder plus loin. Parce que je pense qu'une des difficultés, en essayant de regarder pourquoi on avait échoué jusque-là, c'est qu'on essayait à chaque fois de répondre à ce qui était juste devant. On ne projette pas une ville, un destin, un tempérament, comme le tempérament marseillais, si on dit juste on va s'adapter ou régler les choses. Il faut rêver grand. Et donc je voudrais tout à la fois qu'on essaie ensemble de répondre aux urgences impérieuses et d'inventer, de rêver et de faire ce Marseille en grand. Et de le faire ensemble. Alors, les urgences, tout d'abord. Je n'invente rien. Je vous ai écouté pendant 2 jours, élus, associations, monde économique, les mamans hier et les familles. L'urgence, elle est sécuritaire, elle est sociale, elle est sanitaire. L'urgence sécuritaire, on en a beaucoup parlé. Certains diraient trop.
parce que ça n'est pas nouveau, mais ça ne doit pas être une habitude, c'est en effet la situation, particulièrement dans les quartiers, et c'est celle de la lutte contre les trafics. Si je regarde les chiffres en toute honnêteté, ces dernières années, la délinquance a baissé. Et je veux saluer ici la mobilisation de notre préfet de région et de la préfète déléguée, ainsi que dans l'ensemble des forces de sécurité qui sont sous votre autorité, Madame la préfète. Les chiffres sont bons et ils s'améliorent. Mais il y a une criminalité de plus en plus violente qui est largement liée au trafic de drogue. Il n'y a pas de fatalité face à cela. L'État, depuis 4 ans, a mis les moyens, avec la création de l'Office anti-stupéfiants, le renfort de policiers, 2 compagnies de CRS qui ont permis d'augmenter de 60% le nombre d'interpellations de trafiquants depuis 1 an, quand les procédures pour usage de stupéfiants étaient quant à elles multipliées par 7. Alors oui, évidemment, ça dérange, parce qu'on est en train de bouger les choses. Et on va continuer. Face à ces réseaux organisés, face à des trafiquants qui non seulement rendent la vie difficile, mais n'hésitent plus à tuer des innocents, de plus en plus jeunes, à intimider, à racketter, tout cela ne suffit plus. Et donc c'est une véritable traque, une politique de harcèlement des trafics qu'il nous faut conduire, ici, sur le terrain, au plus près, et jusqu'aux têtes de réseau à l'étranger. Harcèlement policier, d'abord. Nous accélérerons les nouvelles arrivées. 100 policiers sont arrivés en 2021, d'ores et déjà. 200 policiers arriveront en 2022. Parce que cela correspond aux besoins du territoire et à la nécessité de continuer à pilonner les quartiers qui, sinon, sont repris trop rapidement par les trafiquants. Les 2 compagnies de CRS supplémentaires présentes depuis mars seront pérennisées, parce qu'elles permettent une présence policière en continu, la stabilité sur les axes les plus sensibles, dans les quartiers les plus en difficulté. Parce que vivre tranquille est un droit. Et c'est aussi un droit pour les familles, les femmes et les hommes qui habitent les quartiers les plus en difficulté. Et nous poursuivrons ce travail jusqu'au bout. Et c'est pour ça aussi que j'ai proposé, sur la suggestion du ministre de l'Intérieur à Monsieur le maire, que nous financions des caméras de visiosurveillance dans les quartiers nord. Il y a un réseau dans la ville qui fonctionne très bien, qui a montré son utilité, mais sa carte est en quelque sorte le négatif de la carte des trafics. Vous l'avez parfaitement démontré hier. C'est donc que les caméras sont bien identifiées par les dealers et ceux qui y contribuent, et c'est donc qu'il n'y a aucune raison pour ne pas déployer ces caméras dans les quartiers qui en ont le plus besoin et qui sont les plus pauvres. Et donc, nous financerons le déploiement de la fibre et 500 caméras dans les zones qui en ont besoin en plus de cette action. Et tout ça n'a de sens que si, à côté de ce harcèlement policier, il y a le suivi judiciaire. Et je veux ici remercier l'ensemble de nos magistrats. En plus de 11 magistrats récemment arrivés, 3 nouveaux groupes d'enquêteurs de la police judiciaire qui disposeront de tous les moyens techniques nécessaires pour aller interpeller les têtes de réseau là où elles se trouvent et les faire juger en France pour leurs crimes seront confirmés. Et suite à l'inspection qu'a demandé le garde des Sceaux, des moyens supplémentaires seront confirmés, parce que rien ne sert de mettre plus de moyens dans la police si on ne fait pas la même chose du côté de la justice, pour qu'elle puisse avancer au même rythme et avec la même exigence, la même efficacité. En même temps que nous agissons contre les trafics, nous voulons, d'une part, assurer partout une présence policière rassurante pour les habitants, dissuasive pour les délinquants. Et nous voulons surtout conduire cette action aussi au niveau européen et international en remontant les têtes de réseau. Et nous prendrons dans les prochaines semaines, avec nos partenaires européens, des initiatives de coopération pour démanteler ces réseaux qui sont de plus en plus présents sur notre sol. L'État prendra aussi toute sa part en injectant des moyens pour équiper nos policiers. Plus de 8 millions d'euros pour équiper les policiers de Marseille en moyens numériques, d'enquête, en nouveaux véhicules, 222 voitures et motos dès l'été 2022. Nous assurerons également à nos forces des conditions de travail et de vie à hauteur de leur engagement, en construisant ici un nouvel hôtel de police pour 150 millions d'euros et en regroupant les commissariats des 13e et 14e arrondissements avec une politique adaptée aux besoins et un financement, là aussi, confirmé de 8,5 millions d'euros.
Vous l'avez compris, face à l'urgence sécuritaire, nous avons décidé d'investir, de poursuivre le bon travail qui est fait. Et je veux ici saluer toutes nos forces de sécurité et nos magistrats, parce que cela ne tiendra que si nous allons au bout de l'effort. Et nos concitoyens ont cette exigence et nous le demandent. La seconde urgence à laquelle nous nous attaquons est sociale. Et elle se tient. Elle est sœur de l'urgence sécuritaire. En quelque sorte, la sécurité, c'est toujours le symptôme des difficultés sociales qui se sont installées et en quelque sorte qui forment le terreau pour celles et ceux qui veulent exploiter la jeunesse, la misère et développer leur criminalité. Dans certains quartiers de la ville, le taux de pauvreté atteint des records, 40 voire 50%. Et à cette pauvreté pécuniaire s'ajoute le non-recours aux aides disponibles, les logements insalubres, l'espace public dégradé, l'éloignement des transports en commun, l'absence de services publics. Et contre tout cela, contre ces pauvretés cumulées en quelque sorte, que nous avons ensemble à combattre, nous devons mener, nous l'avons évoqué hier avec Samia Ghali, une approche globale. Évidemment la sécurité, mais pas le tout répressif, ça n'aurait pas de sens. La mobilisation de tous les ministères, de toutes les collectivités, des associations, aux côtés des familles, qui doivent jouer un rôle essentiel pour les accompagner dans l'éducation et à côté de l'éducation, dans le sport, la culture, le logement. Et nous ne le ferons qu'en multipliant les tisseurs de liens. 20 millions d'euros sont actuellement investis dans le département pour la politique de la ville, dont 17 pour la seule ville de Marseille, pour construire des espaces de rencontres, rénover des équipements culturels et sportifs, recruter ces tisseurs de solidarité. 60 éducateurs ont été embauchés ces derniers mois, et je souhaite que 30 éducateurs supplémentaires et 30 médiateurs viennent leur prêter main forte. Nous allons continuer aussi, comme cela a été fait à travers le plan de relance, d'investir aux côtés des associations qui, dans les quartiers, font un travail essentiel, en aidant les familles. On l'a vu hier avec la formidable association de Bassins, et qui, en quelque sorte, sont les premiers relais de toutes les politiques publiques. La lutte contre l'habitat indigne doit par ailleurs s'intensifier. Chacun a en mémoire ici le souvenir douloureux de ce 5 novembre 2018, où 8 Marseillais ont perdu la vie lors de l'effondrement d'un immeuble rue de Bagne. J'avais alors souligné que l'unanime « plus jamais ça » devait se traduire en actes, et que nous nous étions accordés sur un objectif de réhabilitation. Et là, déjà, une fois encore, l'État a pris ses responsabilités en prenant une politique qui n'est normalement pas la sienne, mais en assumant cet objectif de réhabilitation de 10 000 logements dans les 15 prochaines années. L'ANA a immédiatement apporté son concours et triplé ses crédits. En juillet 2019, une société publique locale était créée. L'enjeu est désormais d'accélérer. Nous avons collectivement été trop lents et j'ai été heureux hier de voir des élus mobilisés et motivés. Et nous avons besoin d'améliorer, une fois encore, mais on m'en a donné hier la certitude et l'engagement, la coopération entre la ville et la métropole. Et je veux ici dire que nous allons continuer de simplifier les procédures et qu'en particulier la simplification des recours avec un seul jugement qui était prévu jusqu'en 2022, mais compte tenu des retards pris, qui en quelque sorte serait lettre morte, parce qu'il n'y aura pas de recours à la date qui était initialement prévue, puisqu'il n'y aura pas vraiment de projet sorti, et bien que cette date sera prolongée pour que nous continuions de comprimer tous les délais ensemble. Îlot, Belle de Mai, Noailles, Auch, Versailles, requalification du centre-ville, les chantiers doivent s'engager immédiatement, et je compte sur la mobilisation de tous les acteurs. Vous avez maintenant désigné un directeur général, les choses sont construites, allons-y. Et puis la troisième urgence est sanitaire. L'épreuve du Covid a montré combien Marseille peut s'appuyer sur une chaîne de femmes et d'hommes compétentes, chercheurs, personnels soignants, marins-pompiers, bénévoles, pompiers, associations. Vous avez tous joué un rôle formidable. Président Amiral, merci beaucoup pour cette mobilisation aux côtés de l'ensemble de la communauté soignante. Et j'étais à l'instant avec nos élus à côté de nos soignants à la Timone. Alors parfois, il y a eu les spécificités marseillaises et des particularismes dans la gestion de la crise, mais qu'il faut toujours écouter, ce que je suis venu faire à l'époque,
avec considération, parce qu'il y a eu aussi des choses qui ont été inventées ici. Les tests, je ne l'oublie pas, ont commencé plus fort qu'ailleurs à Marseille. Les eaux usées est une pratique intéressante qui a été commencée plus tôt qu'ailleurs. Néanmoins, on a aussi moins vacciné parce que on a laissé courir quelques fadaises. Moi, je fais confiance à celles et ceux qui savent, les scientifiques et les médecins, et j'ai d'ailleurs constaté qu'ici, comme partout, les scientifiques et les médecins disent que face à ce virus, il faut mieux se faire vacciner. Et donc, nous allons continuer de nous mobiliser, mais nous avons vu aussi dans ce moment les faiblesses du système de santé marseillais. Si malgré les efforts des ONG et des associations, le virus a progressé plus vite dans les quartiers nord qu'ailleurs, si aujourd'hui la couverture vaccinale est plus faible dans ces mêmes quartiers, c'est parce que le réseau de soins de proximité est défaillant dans ces territoires. Et ça, nous devons aussi le considérer. Alors, il ne s'agit pas de dire que rien n'a été fait, aucunement. Il y a des maisons de santé, des centres de santé qui existent, et heureusement. Mais un changement d'échelle est aujourd'hui indispensable pour qu'à nouveau, médecins, personnel soignant investissent ces quartiers. La PHM, évidemment, est un acteur clé pour former, sensibiliser, appuyer l'organisation de l'offre de soins. Je l'ai dit tout à l'heure, à la Timone, l'État est au rendez-vous du soutien dû à cette grande institution. D'une part, parce que nous avons, avec le Ségur, allégé la dette pour 233 millions d'euros. D'autre part, parce que 169 millions d'euros, la moitié de l'investissement total, sont sur la table pour les réhabilitations de la Timone, de l'hôpital Nord et les constructions du nouveau bâtiment du SAMU. Et ceci à parité avec l'effort des collectivités territoriales, dont je salue l'engagement ici, ce qui est aussi une spécificité de votre ville, votre métropole, département et région, et ce qui nous conforte dans l'idée de continuer à avancer. J'ai aussi décidé de faire plus encore en mobilisant 50 millions d'euros supplémentaires pour le pôle mère-enfant et en apportant notre soutien à la réalisation d'une maison des femmes. Je compte sur les responsables de ces projets avec lesquels nous étions il y a quelques instants pour être à la hauteur de cet engagement en annonçant rapidement un calendrier de travaux et en nous y tenant. Plus largement, ce sont tous les acteurs politiques et médicaux qui, collectivités, professionnels libéraux, doivent se mobiliser sous l'égide de l'ARS pour la santé à Marseille et dans tout Marseille. Et au-delà des efforts pour les hôpitaux, il nous faut continuer de réinstaller des médecins et des soignants en ville, dans les quartiers qui aujourd'hui sont carencés, avec une politique adaptée, des aides à l'installation et les mécanismes que le ministre à vos côtés déploiera dans les prochains mois. Nous ne pouvons en effet laisser plus longtemps des quartiers entiers livrés à eux-mêmes, aux maladies chroniques, à la surmortalité. Dans la deuxième ville de France, il y a en plein cœur des déserts médicaux. Voilà les trois urgences sur lesquelles je souhaitais insister qui, vous le voyez bien, font l'objet d'investissements massifs de l'État, assumés, aux côtés des acteurs du territoire, mais parce qu'il nous faut là reprendre des positions rapides, regagner parfois le terrain perdu ou consolider ce qui a été fait durant les derniers mois et les dernières années. Mais l'urgence ne suffit pas à relever les défis de Marseille. Il nous faut nous projeter, il nous faut bâtir le Marseille de 2030 maintenant. Et le faire pour notre jeunesse, qui nous a en quelque sorte interpellés à travers ses rêves tout à l'heure. Et il n'y avait rien de fantaisiste d'ailleurs dans ce que vous disiez de l'école dont vous rêviez. Rien. C'est l'école à laquelle vous avez droit. Et c'est l'avenir auquel vous avez droit à Marseille et en France. Et donc, ce que je veux ici aujourd'hui, avec vous, porter et proposer, c'est une ambition autour de quelques volontés, mais une ambition pour la jeune génération, ici, pour qu'elle puisse vivre son destin, d'où qu'elle vienne, et qu'elle puisse le faire avec les mêmes chances où qu'elle habite, quel que soit le prénom et le nom, quelles que soient les contraintes de départ. Cette ambition pour la jeunesse, c'est d'abord et avant tout le combat pour l'éducation. Vous en avez parlé, nous en avons parlé ces derniers jours, et nous sommes le jour de rentrée. Si nous ratons l'éducation des enfants, aucune chance de réussir le reste. Aucune chance. C'est le combat que, de mes côtés, le ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mène. Et dans cette formule, il y a déjà la nature du combat que nous menons. Ce n'est pas simplement l'école. Le combat que nous avons à mener, c'est l'école et c'est tout ce qu'il y a à côté. La culture, le sport, la vie en dehors du temps scolaire. Et je le dis parce que c'est sans doute pourquoi le défi de l'école dans les quartiers les plus modestes, les plus en difficulté, et en particulier dans les fameux quartiers nord de Marseille, est encore plus difficile. Ça n'est pas simplement rénover l'école, on va le faire ensemble et je vais y revenir. Mais c'est acté du fait que quand on est né dans une famille qui est en difficulté, quand on vit dans un quartier qui est en difficulté, quand son frère, son cousin s'est parfois fait tuer dans des règlements de compte, quand on a des mères isolées qui ont leurs enfants à élever ou leurs enfants à élever, la vie ne se résume pas de 9h à 17h, 5 jours par semaine. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est la réconciliation de l'éducation avec en effet notre combat pour la culture, ce que nous avons poursuivi, intensifié avec l'éducation artistique et culturelle, pour le sport, à l'école en dehors et en dehors de l'école, mais c'est aussi le lien entre l'école et ce qu'on appelle le périscolaire. Et c'est ce combat qu'on doit mener, et il est essentiel. Et c'est le lien aussi entre l'école et les acteurs, parfois du médico-social, et parfois les acteurs de santé. J'aperçois Marcel qui est ici présent avec nous, qui sait ô combien, y compris dans ces territoires qui sont les plus difficiles, la pédopsychiatrie est un combat essentiel que nous devons mener. Alors la réponse pour réussir ce combat éducatif, c'est au fond, et c'est l'esprit de l'ambition que je veux vous proposer à chaque fois, faire plus, innover et faire de Marseille un laboratoire, et le faire avec des exigences, c'est-à-dire un contrat de confiance, où chacun fait sa part. Faire plus, c'est acter qu'à Marseille, nous avons 174 écoles de la ville qui sont considérées dans un état de délabrement tel que l'apprentissage y est devenu impossible. Il n'y a pas d'autre territoire de la République où il y a une telle concentration de difficultés sur le bâti scolaire. Ce n'est pas la compétence de l'État, et je veux ici être juste. On ne va pas créer un précédent, sinon tous les maires de France vont me dire, moi aussi, président de l'ANRU qui est avec nous, qui est héroïque maire d'une formidable ville, mais qui connaît des grandes difficultés, Clichy-sous-Bois, il sait aussi que c'est très difficile. Il va me dire, sinon, construisez-moi mes écoles. Et vous comprenez bien, je suis très franc. Si, en quelque sorte, l'État se substitue aux collectivités quand ça n'a pas marché, c'est une prime à ceux qui font mal. Il faut rater longtemps pour pouvoir être aidé. Il y a une chose. On doit à la fois corriger ce qui n'a pas marché, mais en même temps, je n'ai pas le droit de vous laisser perdre du temps parce que ce sont les enfants qui sont là, sinon, qui seront les premières victimes. Si je laisse Marseille se débrouiller tout seul, c'est simple, ces enfants vivront avec des écoles qui ne seront pas rénovées au bon rythme. Parce que vous avez eu l'honnêteté de me le dire, monsieur le maire, et parce que ce problème, soyons aussi honnêtes, il est bâtimentaire, la ville n'a pas assez de capacité d'investissement pour aller au bon rythme, mais il est aussi de fonctionnement. Parce que vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves. Et on l'a vu tout à l'heure à l'école, là aussi, quand des gens nous disent on n'arrive pas à accueillir des enfants à la commune, ou les formidables personnels qui étaient là disent on prend la charge de beaucoup d'autres parce qu'il y a tant de pourcentages à l'école qui ne sont jamais là. L'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet. Et c'est un sujet dont il faut se parler en toute franchise, parce que l'État ne vient pas investir pour, en quelque sorte, que certains viennent prélever leur dîme. Pardon d'être très franc. Comme je suis très ambitieux avec vous, je vous le dis. Et donc, en même temps qu'on investit, monsieur le maire, moi j'attends de vous que vous réformiez. Et je sais que vous en avez l'envie. Et on aura aussi cette exigence dans le suivi, parce qu'on ne va pas se substituer à un système qui n'arrive plus à se financer, parce qu'il a construit une mécanique qui n'avance plus. Par des petits arrangements, par des faiblesses, mais la deuxième ville de France ne peut pas supporter cette situation. Je vous le dis en toute franchise. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de courage. Alors, pour réussir cela, nous allons être à vos côtés. Ce qu'on va faire, d'abord, nous avons commencé à vos côtés, on l'a vu ce matin,
à rénover les écoles. Pour une quinzaine d'écoles, les opérations menées par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec aussi ce qu'on a mis dans le plan de relance et les dotations exceptionnelles, permettent de financer une quinzaine d'écoles d'ores et déjà. Et on l'a vu ce matin, l'école que nous avons visitée, elle sera rénovée avec 90% de financement d'État. Et donc, ça a déjà commencé. Et c'est inédit, c'est lié au contexte, c'est la mobilisation de l'ANRU, j'y reviendrai, et la relance. On doit aller plus loin, et vous m'avez posé sur la table ces difficultés. Maintenant, on doit tout mettre en place. Il y aura des nouvelles opérations de renouvellement urbain qui permettront d'avoir des financements. On aura des financements, je ne veux pas être ici technique et vous barber, de la dotation dite décile, qui permettront d'abonder. Et puis, on va devoir abonder un peu plus. Et donc, on en a beaucoup discuté. Nous allons créer une société ad hoc dont Monsieur le maire aura la présidence. Elle sera sous pilotage de l'État. On connaît ces formules ici à Marseille. Et je veux qu'on puisse la mettre en place d'ici la fin de l'année. Son objet, ce sera la réhabilitation et la reconstruction des écoles, identifiées avec la ville comme étant les plus délabrées. Pas à l'identique, mais en veillant à proposer des locaux modulables, adaptés aux pratiques aussi sportives, artistiques, aux innovations pédagogiques. C'est pas grave, c'est la pluie qui tombe. Et donc, ce que nous avons... J'ai manifestement dit quelque chose de sérieux, monseigneur. Sortez vos parapluies, moi ça ne me dérange pas. C'est supportable à ce stade. Et donc, je vais continuer parce que le sujet est sérieux. Donnez-moi aussi peut-être un parapluie et je continuerai avec. Non, vous le portez, moi. On va résister parce que ça ne va pas durer très longtemps. Alors, je le disais, donc on va créer cette société dans laquelle on va investir. Et ce que nous allons faire, ne vous laissez pas déconcentrer par ce crachin. Je voudrais quand même noter qu'il faut venir à Marseille pour avoir la pluie. C'est une aubade. Je vous laisse vous équiper et je reprendrai. Est-ce que ça dure ou est-ce que ça passe? Ça va, tout le monde a trouvé? Oui, alors que nous... On va le laisser passer. Amiral, ça va passer ou ça va durer? Regardez, mettez un parapluie là. Je regarde si tout le monde s'équipe. Est-ce que quelqu'un qui a des intermédiaires bien placés saurait me dire si on est parti pour un temps long ou est-ce que ça va passer rapidement?
Mais normalement, moi, je trimballe le bon temps, le beau temps. C'est vrai? Je vais réduire, alors. On est bon? Les petits... Jo, les petits, ils sont... Je peux revenir. Il faudra essuyer, à mon avis, les chaises, sinon... Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne. À mon avis, on est bon. Allez, alors, est-ce que le sujet est important? Ça va, vous n'avez pas trop de pluie, là? Je vais faire comme si les enfants n'ont pas de parapluie, faire comme eux. Alors, je disais donc, il y a les bâtiments. On va créer cette société avec un pilotage de l'État, la présidence du maire, un financement. Il faut que d'abord on y voit clair sur le nombre d'écoles qu'on doit mettre dedans, parce que dans nos 74 écoles, il y en a qui sont en train d'être prises en charge avec, dans le cadre de nos programmes en rue, des financements déjà décidés. Mais donc cette société, on y mettra un financement conséquent, et je souhaite qu'on prenne les prochaines semaines pour finaliser à la fois l'organisation et, en quelque sorte, les quotes-parts. Mais je le dis très clairement, compte tenu de l'urgence, on y interviendra en subvention, en avance remboursable, on trouvera les bons mécanismes. Et je demande à monsieur le préfet et monsieur le recteur, en lien avec monsieur le maire, de finaliser cette société, son financement, et ce qu'on y met dedans. Et je le dis, il faut porter des projets aussi innovants que ceux qu'on a vus ce matin. Mais à côté de ça, on ne doit pas négliger ce qu'il y a au-delà du bâtiment. D'abord, la sécurité aux abords de l'école. Et c'est pour ça que dans le plan caméra que je vous propose, je souhaite qu'on y déploie aussi, qu'on privilégie les écoles. J'ai entendu trop de parents d'élèves et d'enseignants me dire qu'ils avaient peur au moment des entrées ou des sorties. Et donc, on doit vraiment assurer une meilleure sécurité collectivement. Ensuite, c'est le fonctionnement. Je l'évoquais tout à l'heure en étant assez direct sur les difficultés. Et puis, c'est de mettre en œuvre ce qui est ce besoin d'avoir un temps scolaire un peu différent. Et donc, je veux qu'on puisse ici innover. Est-ce que notre école est celle dont on rêve aujourd'hui totalement? Notre école, elle est remarquable. L'école ouverte pour laquelle on s'est battu pendant cette crise, c'est une fierté française. L'école de la République qui a permis à beaucoup d'entre vous d'être là où ils sont, c'est une chance. Et c'est ça ce qu'on veut reconquérir, et c'est le travail qu'on fait depuis 4 ans en remettant les savoirs fondamentaux, en ayant dédoublé les CP-CE1, maintenant les grandes classes de maternelle, en ayant fait les devoirs faits, etc., etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. On doit pouvoir aller plus loin. Et dans les quartiers où la situation est la plus difficile, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? En fait, donner plus de liberté en même temps qu'on donne plus de moyens. Il faut qu'on ait des directeurs d'école à qui on permet d'avoir un peu plus d'encadrement. Il faut que ces directeurs d'école ils puissent choisir l'équipe pédagogique. Je dis plein de gros mots pour beaucoup de gens là, hein, j'en ai conscience. Mais je dis ce que j'ai entendu parce que les parents me disent à tel endroit, les profs viennent plus, etc. Ça arrive parce qu'il y a des gens qui sont fatigués de travailler trop longtemps dans des quartiers difficiles. Et c'est vrai. Et donc on doit permettre aussi à nos enseignants d'être relevés parfois quand ils sont dans les quartiers difficiles. Et on doit surtout permettre aux enseignants de choisir ces quartiers et les projets pédagogiques qui vont avec. Ce n'est pas assez le cas aujourd'hui. Et donc c'est beaucoup plus que les postes à profil, le problème est beaucoup plus grave. C'est de vraiment permettre de faire un laboratoire de liberté et de moyens. Un projet pédagogique qui est adapté aux élèves, ou quand on a beaucoup d'élèves qui sont allophones, eh bien, on doit permettre peut-être d'avoir des aides, en plus des enseignants, en plus, d'être dotés de moyens, d'adapter les rythmes scolaires pour les enfants, de penser le temps sportif différemment grâce aux infrastructures qu'on veut aussi mettre en place, de penser le temps culturel à côté de l'école différemment et de permettre de le faire, et en quelque sorte d'avoir une équipe qui n'est pas simplement faite d'enseignants, mais de pouvoir d'abord choisir les enseignants qui y sont, être sûr qu'ils sont pleinement motivés et qu'ils adhèrent au projet, ce qui est, je crois, normal parce que c'est dur, et de pouvoir aussi y associer des acteurs extrascolaires qui partagent l'objectif. Cette école-là, complètement, elle n'existe pas en France.
aujourd'hui. Le Grenelle a permis de faire voir cela. On a beaucoup d'exemples dont on parle tout le temps, le modèle finlandais ou autre. Il nous faut aussi tisser ce moment entre l'école primaire et le collège, qui est souvent celui où les enfants décrochent. Parce que pour des enfants, même si on a fait ce qu'on a fait en CP, CE1, dédoubler les classes, le passage de CM2 à 6e, c'est terrible. C'est très dur. Et donc, il faut qu'on puisse avoir des enseignants qui seront référents, qui vont les accompagner et penser cette période qui va du CM1 à la 5e. Toutes ces innovations, on en rêve. Le système a beaucoup bougé. Nos enseignants font un travail extraordinaire et sont très engagés. Je les en remercie. On doit aussi nous continuer de mieux les rémunérer. C'est la logique qu'a commencé le ministre avec le Grenelle. Si on veut aller plus loin et plus vite, le rythme pour ces quartiers doit être beaucoup plus fort. Et donc je veux ici qu'on puisse, en quelque sorte, innover et mettre en place, à côté de ces investissements dans les bâtiments, une méthode radicalement nouvelle pour l'éducation de nos enfants. Inventer ici l'école du futur. Si on dit on fait cet investissement extraordinaire, ça ne doit pas simplement être dans les bâtiments, on doit le faire aussi dans les méthodes. Et inventer l'école du futur, il faut le faire dans les endroits qui sont les plus en difficulté. Parce que c'est là où on doit mettre très vite beaucoup plus de moyens et avoir les équipes les plus motivées avec justement une capacité à différencier les choses. On l'a commencé avec les cités éducatives, Madame la Ministre, mais c'est ça qu'on va démultiplier. Ce rêve de l'école dont on parle tant et tant depuis tant d'années, on ne peut pas le faire dans toute la France au même rythme en 6 mois. Ce serait faux de vous le dire. Parce que c'est une énorme machine. C'est normal. Mais je veux qu'on puisse le commencer très vite ici. Et donc que ces 50 écoles, on puisse les définir avec les élus, les familles, les parents d'élèves, les associations et évidemment nos enseignants. Qu'on les définisse là dans les tout prochains mois et qu'on puisse lancer ce projet dans les premières écoles où on pourra donc adapter, repenser les projets d'apprentissage, les rythmes scolaires, les récréations, la durée des cours, les façons d'enseigner et qu'on puisse commencer dès la rentrée 2022-2023. Et évaluer ensuite ces résultats et s'ils sont concluants, les généraliser. Et on fera cette même innovation dans plusieurs autres quartiers de la République. Au fond, l'idée est simple, donner plus de liberté pour obtenir plus de résultats. Et je suis convaincu que c'est ainsi qu'on y arrivera. Alors, il n'y a pas que l'école, il y a le passage de l'école au collège. Et dans ces innovations, on le prendra en compte. Mais les décrocheurs sont aussi nombreux après, dans le temps du collège et du lycée. Et d'ailleurs, on a commencé à innover à Marseille avec les micro-lycées. Il s'agit de classes d'une vingtaine d'élèves intégrés au lycée existant. Il en existe une au lycée Diderot, qui réunissent ceux qu'on appelle souvent des décrocheurs autour d'un objectif qui est de réussir le baccalauréat. Et cela fonctionne depuis 3 ans. On a 80% des élèves du micro-lycée de Diderot qui ont, par exemple, obtenu leur diplôme et raccroché le système. Parce que ce sont de toutes petites classes et qu'on y met vraiment les moyens. Et donc, je souhaite que dans le même temps, dès la rentrée 2022, on ait 10 micro-collèges et 10 micro-lycées qui s'installent à Marseille, dans les quartiers les plus en difficulté, où on a nos décrocheurs très jeunes, et qu'on puisse avoir la réponse éducative qui convient. Parce que nous avons tous été bouleversés quand un jeune garçon de 14 ans a été abattu. Et évidemment, la réponse est sécuritaire. Mais la réponse, elle est aussi éducative et familiale. Parce que ce qui est insupportable, c'est qu'un jeune garçon de 14 ans se retrouve hors de l'école à faire ce qu'il était en train de faire. Et donc, c'est aussi à travers une telle réponse que nous aurons une solution durable pour la sécurité, mais surtout pour que nos enfants aient le même droit de s'émanciper et d'apprendre partout. Le second combat pour la jeunesse, après cette ambition pour l'école et l'éducation, pour lui offrir justement tout ce droit à l'avenir, quelle que soit la famille, c'est le combat pour l'emploi, c'est le combat pour l'apprentissage, c'est le combat pour l'entrepreneuriat, c'est le combat pour l'émancipation économique. Tous les jeunes que j'ai vus hier, comme aujourd'hui, ils ne m'ont pas demandé des aides. Ils ne m'ont pas demandé d'argent public, je vous le dis très clairement. Ils m'ont demandé d'être embauchés. Souvent, ils avaient même le nom de l'entreprise qu'ils voulaient. Je vous préviens, on a pris les noms d'ailleurs. Donc, vous allez recevoir les courriers. Ils connaissent très bien les entreprises, d'ailleurs marseillaises. Et ils m'ont dit, elles sont de l'autre côté. Mais ce qui était frappant à Bassins, ils m'ont tous dit, nous, on a le mur et les rails.
Et de l'autre côté, il y a les entreprises, elles embauchent. Mais nous, elles ne nous embauchent pas. Elles n'embauchent pas parce qu'il y a encore, partout en France, malgré tout ce qu'on a fait, des réticences quand on vient de tel quartier, quand on porte tel nom, tel prénom, ça existe encore. On a lancé ces opérations de testing, on a lancé ces opérations pour les stages. Je pense qu'on arrive à conjurer ces préjugés quand on développe de l'apprentissage, comme beaucoup d'entre vous ont commencé à le faire, parce qu'on connaît à ce moment-là les jeunes, on s'en familiarise et puis on casse les tabous. Et c'est essentiel. Et puis, beaucoup d'entrepreneurs me l'ont dit avec honnêteté, il y a de la réticence aussi, parce qu'on sait que ce sont des personnes qui auront beaucoup de mal à se déplacer. Parce que c'est parfois un univers de passer des quartiers nord à l'endroit où se situe l'entreprise, où il y a des opportunités économiques. Évidemment, et j'y reviendrai, donc la réponse, elle est aussi dans la capacité à réaménager la ville et dans le transport. Mais elle passe par une mobilisation économique. Et là aussi, je vous le dis, il y a tout pour réussir. Ce n'est pas tellement de l'argent public sur cette affaire. C'est une capacité collective à organiser et mobiliser toutes les bonnes volontés pour être sûr que les énergies qu'il y a de tous ces jeunes qui veulent bosser à côté des entreprises qui sont en train d'embaucher et qui ont des manques de main-d'œuvre, on arrive à ce qu'elles se rencontrent. Et je vous le dis en toute sincérité. Alors, il faut évidemment les aider à franchir des barrières. Celles des préjugés, le permis de conduire, les difficultés et les formations complémentaires pour y arriver. C'est ça, cette petite passerelle qu'il faut faire. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est rapprocher ces jeunes des entreprises et soutenir ceux qui font. Beaucoup d'initiatives sont prises ici. L'Olympique de Marseille, qui plus qu'un club est décidément l'âme aussi de la ville, cherche, est prêt à créer des formations adaptées aux besoins du monde économique. Il y a déjà l'académie, il y a aussi des formations. Dimitri est là à nos côtés, je le salue. Et il est aussi très mobilisé aux côtés des jeunes. Mais je salue vraiment le président du club qui veut faire encore plus pour des formations. OK, on y va. Et là, on est prêt à aider. Le projet Réalise tes rêves a ainsi permis déjà de remobiliser des centaines de personnes éloignées de l'emploi. Et nous l'encouragerons. Et j'appelle toutes les entreprises à rejoindre ces initiatives et à faire en sorte que l'embauche des jeunes, que l'on dit des quartiers, se fasse plus rapidement et qu'on arrive à créer plus directement des emplois dans nos quartiers. On doit ensuite encourager l'entrepreneuriat. Je l'ai souvent dit, et je crois d'ailleurs que des personnalités locales comme Bernard Tapie, pour lequel j'ai une pensée en ce moment, parce qu'il se bat avec beaucoup de courage et de dignité contre la maladie, et il a fait beaucoup pour cette ville. Des personnalités comme Bernard Tapie ne le renieraient pas, mais je l'ai souvent dit pour les jeunes des quartiers. Pour eux, c'est plus facile de trouver un client que de trouver un emploi. Et c'est vrai. Et donc, l'entrepreneuriat est une formidable source de mobilité dans les quartiers. Parce qu'il y a l'esprit de débrouille, parce qu'il y a la volonté de faire et l'énergie. Et parce que le client, si on apporte un service, si on est prêt et qu'on a cette énergie, il veut le service. Ce n'est pas la question de savoir si vous avez tel CV ou autre. L'énergie est là au contact. Et donc, il faut qu'on aide aussi à développer l'entrepreneuriat dans nos quartiers. Ça n'est pas faute de projet, encore moins faute d'élan, mais là aussi, c'est de mettre en relation ceux qui sont prêts à le faire et les structures qui existent, les acteurs qui sont là et les financements. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour inverser cette tendance et développer partout l'entrepreneuriat. Alors, il y a des initiatives qui existent et qui sont portées par la plateforme, l'école des 15, les associations comme les Déterminés. Je pourrais également évoquer spécifiquement dans les quartiers nord le Carburateur, l'Épopée, le Cloître. Ce que j'ai envie de vous proposer qu'on puisse faire ensemble, c'est deux choses. C'est d'essayer de conjuguer ces énergies et de simplifier l'accès à ces offres pour la formation, l'alternance, l'apprentissage ou l'entrepreneuriat pour nos jeunes. Et donc d'abord, c'est qu'on travaille ensemble, et la Banque publique d'investissement sera à vos côtés pour vous y aider et contribuer à un investissement supplémentaire, pour créer 3 carrefours de l'entrepreneuriat à Marseille, qui seront des grands lieux dédiés où les jeunes qui ont des projets seront gratuitement formés, conseillés, mentorés par des dirigeants d'entreprise, des associations et accompagnés par des services publics. Ensuite, c'est qu'on puisse également tester ici à Marseille le déploiement d'une belle et grande idée qui est le capital jeune créateur. Concrètement, il s'agit d'offrir à tous les jeunes qui justifieront d'un projet sérieux un accompagnement et une dotation, plusieurs milliers d'euros, pour leur permettre de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Beaucoup de jeunes disent « j'ai une idée, mais je n'ai pas de réseau, je n'ai pas le financement ».
Ça sert à ça, le capital jeune créateur. Et là aussi, c'est ce qu'on veut ici lancer comme un projet pilote pour le généraliser. Puis je veux qu'on arrive à ce que toutes les initiatives qu'il y a sur le territoire, d'embauche, de formation des jeunes, de programmes d'alternance, on arrive à les fédérer, au fond, autour d'un guichet unique, qui permettrait d'avoir deux types d'actions. D'abord, une même plateforme qui permette de rejoindre toutes les initiatives que vous avez avec beaucoup d'énergie mise en place, mais il faut que nos jeunes aient en quelque sorte une adresse unique. Vous voyez, une forme de capacité à y accéder de manière très simple pour que tous les élus qui sont là sur le terrain, les associations qui sont de leur côté, puissent leur dire « écris ou appelle à ce numéro-là ». C'est très bête, hein, ça ne règle pas tout, mais ça simplifie beaucoup de choses. Quand on est dans une misère noire et que c'est très dur, le pire ennemi, c'est la complexité. Et s'il y a 4 initiatives, il y en a déjà 3 de trop. Parce qu'on ne sait pas laquelle choisir. Et donc, il faut qu'on ait, en quelque sorte, cette même plateforme, ce guichet unique de toutes les initiatives. Et derrière, je souhaite qu'on développe, et on va le faire à vos côtés, on va inventer cette formule, comme on le fait en quelque sorte pour le vaccin, une stratégie du aller vers. On doit aller dans les quartiers. Certaines associations le font formidablement, on l'a vu hier, mais elles le font avec leurs moyens, elles ne sont pas toujours connectées avec les entreprises et ces initiatives entrepreneuriales. On doit quand même faire le branchement. Si je peux aider à faire ça, et vous présenter les uns les autres, je suis prêt à le faire. Mais c'est vrai. Et donc, là-dessus, si on met ce financement en place, on peut démultiplier les initiatives formidables qui ont été lancées. Et donc, je souhaite là que d'ici 1 mois et demi, on mette en place la structure pour essayer, non pas du tout de raisonner ou de mettre en coupe réglée tout ce qui a été fait. Moi, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a raconté, et vraiment ce que les entrepreneurs d'ici font avec beaucoup de courage. Je trouve que c'est des initiatives remarquables, et ils le font avec un engagement fort pour la cité et la vie de la cité. Mais c'est vous aider à réussir plus vite et plus fort, avec du financement, de la mobilisation, de la simplification, si je puis dire. On va lancer des grandes opérations de renouvellement. Je sais que le BTP marseillais est prêt à se mobiliser. On y va. Et on va vous aider pour embaucher ici, en lien avec les quartiers. Le numérique. Beaucoup d'entreprises du numérique sont là. J'en reconnais des visages amis. Qu'il s'agisse de l'agritech, de la biotech, de la cleantech, du numérique de service. Là aussi, on crée des emplois et des opportunités. Allons-y. Mettons-les sur la table. Et qu'il s'agisse des grandes entreprises, de réseaux, de nettoyage, de transport, là aussi, il y a des emplois parfois peu qualifiés qui sont recherchés. Il y a des jeunes qui sont prêts à les prendre. Et donc, je nous donne jusqu'à mi-octobre pour qu'on définisse, parce que c'est très simple, cette plateforme commune et ces 3 carrefours de l'entrepreneuriat. Je pense que si on se dote de ça, qu'on lui donne beaucoup de publicité, et que ces noms, comme ces numéros de téléphone, sont connus dans les quartiers, je suis sûr qu'on cassera beaucoup de murs et beaucoup de barrières. Et puis après, on va surtout l'évaluer et le suivre. Parce que sinon, on a des résultats qui ne correspondent pas aux énergies. Pour les jeunes les plus décrochés, les plus en difficulté, je veux aussi qu'on mobilise des instruments qu'on connaît mais qu'on a insuffisamment développés, le service militaire volontaire. Ce dispositif, qui sur le modèle de ce qui se fait outre-mer avec le service militaire adapté, qui est une formidable organisation qui, depuis 60 ans, a donné des résultats extraordinaires, accompagne des jeunes qui sont parfois déjà marqués par la vie, qui ont subi parfois le pire dans leur vie intime, familiale ou éducative, et leur permettre d'acquérir des compétences techniques, académiques, de transmettre aussi des valeurs républicaines, un savoir-être, par un encadrement militaire, par des règles qu'on réapprend. 100 jeunes Marseillais seront accompagnés dès l'automne, qui entreront dans un parcours de formation professionnelle auprès de nos militaires des Bouches-du-Rhône, de nos aviateurs, de nos terriens et de nos marins-pompiers. Et là aussi, on évaluera le dispositif, et je suis prêt à ce qu'on continue de manière régulière à le faire monter en charge, parce que c'est un bon dispositif pour les mômes qui sont les plus loin, pas simplement de l'emploi, tout simplement de la vie normale. Et il faut mesurer que ce qu'on va essayer collectivement de faire pour nos enfants et votre génération, c'est déjà trop tard pour des jeunes qui ont 18, 20, 22 ans et qui ont été marqués par le pire. Mais il n'y a pas de fatalité et on peut les rattraper si on se donne les moyens de cet investissement ensemble. Parce qu'il n'y a aucune fatalité. Moi, je ne me résous pas à l'idée qu'on naîtrait chômeur, qu'on naîtrait dealer ou autre. On le devient
parce qu'il y a eu des injustices de la vie, parce qu'on a été découragé, parce qu'on n'a pas été accompagné comme il le fallait, parce qu'à un moment, on a baissé les bras, ou on a cédé à certaines sirènes, parce qu'on n'a pas eu les mêmes chances que les autres. Ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une volonté, on n'est pas la bonne réponse et le bon accompagnement. Vous l'avez compris, pour moi, cette deuxième ambition dont on doit se doter, et tout est là dans Marseille, tout, c'est de réussir à ce que cette énergie entrepreneuriale qui est dans la ville partout et qui est impressionnante, elle permette de répondre aux besoins de notre jeunesse. La troisième ambition, pour voir grand, penser ce Marseille en grand, c'est la culture. C'est l'identité même de la ville, pour toutes celles et ceux qui l'aiment. C'est son histoire, celle de ses écrivains, de ses cinéastes, de ses musiciens, celle de ses théâtres, de ses cinémas d'art et d'essai, de sa création, celle des séries aujourd'hui, celle de ses peintres, de ses sculpteurs. Alors, je souhaite qu'on puisse mobiliser d'ici la fin de l'année, autour de nos acteurs publics, du FRAC et de plusieurs autres, plusieurs grands projets qu'on puisse ensemble essayer de structurer pour dessiner ensemble ce qu'est cette culture, ce projet de la culture 2030 du Marseille en grand. Mais il y a un projet sur lequel je souhaite ensemble, et parce que c'est aussi l'émanation de toutes les énergies qui sont là, parce que c'est le moment en France et c'est le moment à Marseille, parce que plusieurs sont prêts à relever le défi et sont des gens qui ont déjà réussi et qui ont une expérience, c'est celui du cinéma et de l'audiovisuel. D'une part parce que nous avons plus de 400 tournages accueillis en 2019, 3 fois plus qu'il y a 10 ans, des films emblématiques, récemment mis à l'honneur en Festival de Cannes, et qu'il existe à Marseille un terreau favorable. D'autre part parce que nous, Français, nous avons porté ce modèle au niveau européen. Ça fait maintenant 4 ans qu'on se bat pour défendre le droit d'auteur, les droits voisins, la possibilité de créer. On a gagné cette bataille au Parlement européen, on est en train de la décliner et surtout, on est en train de faire passer quelque chose d'unique, qui est le fait que le modèle français historique est en train de devenir le modèle européen. Et je salue ici la présence de Françoise, qui était au début quinquennat à mes côtés, et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'elle continue à l'être par d'autres projets. Mais on est en train de réussir une vraie bataille culturelle. Ce n'est pas la France qui défend son exception culturelle, c'est la France qui est en train de conquérir l'Europe en transmettant ce virus, qui est de protéger les auteurs, de reconnaître la place de la création. Et donc, par le décret dit SMAD, qui est paru le 1er juillet, on va contraindre les plateformes américaines à investir dans la création française. Et donc offrir des perspectives de développement majeures qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Et donc c'est le moment d'investir dans les industries culturelles et créatives, dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Et à Marseille, il y a la capacité de le faire. Il y a les talents, il y a les studios, il y a l'envie et il y a des opportunités pour les jeunes. Les acteurs ici ont pour projet de créer, et la région que je salue est prête à s'y engager très fortement, un grand projet européen de l'audiovisuel à la dimension de l'arc méditerranéen, en agissant d'une part sur la production et les infrastructures d'accueil de tournage, et d'autre part sur la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Ce que nous devons créer ensemble à Marseille, ce que vous devez créer, ce sont ces grands studios de la Méditerranée qui permettront d'avoir l'infrastructure pour les tournages de grands films, de grandes séries. C'est aussi les techniciens pour le faire et les créateurs, et donc avoir les écoles qui permettent de les former. C'est d'avoir aussi les pôles de création en matière de numérique, en matière technique. Très clairement, je vous le dis, parce qu'on en a parlé très longuement ces derniers jours, allons-y. Nous soutiendrons la modernisation du pôle média de la Belle de Mai. Nous ouvrirons aussi un nouveau site pour créer une base logistique pour accueillir les tournages, développer les studios, créer le premier bassin de tournage en mer. Nous implanterons également à Marseille une école ciné-fabrique pour les 18-25 ans, comme cela a été fait avec succès à Lyon, de manière impressionnante. Et j'en salue les auteurs et les acteurs ici. Et dans cette odyssée, en quelque sorte, de culture, oui, cher Costa Gavras, l'État est prêt à vous accompagner dans votre projet de création d'une antenne marseillaise de la Cinémathèque française,
pour transmettre, faire vivre ici la mémoire du cinéma et surtout le plaisir du cinéma. Le projet est là, les autorités culturelles et artistiques sont là, et on sera à vos côtés. Tout ça fait sens. Tout ça est porté et correspond à ce que les acteurs à Marseille portent, font depuis des années, parfois des décennies. Vous avez ici des cinéastes formidables comme Robert Guédiguian, vous avez ici des acteurs formidables, vous avez des cinémas d'art et d'essai qui se battent depuis des années ou des décennies pour maintenir la culture partout. Et ils le font en lien aussi avec vos théâtres. Ici, nous pouvons créer un des grands pôles français de cette industrie culturelle et créative. Il y aura la région parisienne, il y aura le Nord. Montpellier a aussi des capacités extraordinaires sur le numérique, la production, les studios. Mais à Marseille, on doit créer ces grands studios de la Méditerranée, innover, et en même temps créer ces grandes écoles de formation. Cette ambition, c'est une ambition pour demain, mais elle commence aujourd'hui. Et cette ambition, c'est aussi de la formation et des emplois pour nos jeunes. Parce que ce sont des métiers qui correspondent à leurs envies, à leurs histoires à raconter. Et je vous le dis très sincèrement, je pense que c'est une chance inouïe. Parce que c'est un combat culturel et politique. Parce que partout à travers la Méditerranée, des séries, des films sont en train de se faire. Parce que la France a la capacité de continuer à porter un grand cinéma et la production de séries. Et parce que si on laisse aux autres, en particulier aux anglo-saxons, l'exclusivité de la production cinématographique et audiovisuelle, nous perdrons ce combat culturel. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ce ne seront plus nos imaginaires, nos histoires qu'ils se raconteront, mais les leurs. Et ici, il y a une chance formidable. Il y a des enfants des familles qui viennent de partout dans la Méditerranée. Des rives européennes, libanaises, marocaines, algériennes, tunisiennes, égyptiennes. Et ils ont leurs imaginaires, ils ont leurs histoires. Mais ils ont aussi, du coup, la capacité à les exporter. Et nous avons la capacité en France, et surtout depuis Marseille, à créer des histoires, des contenus qui vont parler à ces jeunesses de l'Afrique et du bassin méditerranéen. C'est cette ambition que nous devons avoir. Moi, je veux que la jeunesse, qui est fille de cultures multiples, ne se dise pas « ma culture est un peu une honte et je dois me faire ma place dans la République ». Elle a toute sa place. Elle est totalement dans la République française. Mais elle est une chance pour la République, parce qu'elle a en plus son propre imaginaire, son propre destin. Elle conjugue au pluriel. Et donc nous avons la capacité de porter un cinéma et des séries qui parleront à toute l'Afrique et la Méditerranée. Ce que je vous dis n'est pas un rêve, c'est une conviction. Si on s'en donne les moyens, si on investit, si on forme, et si on permet à des jeunes qui vont écrire ces histoires, qui en seront les techniciens, les acteurs, de le faire. C'est la vie de bohème, diront certains. C'est la vie de bohème, c'est vrai, créer. Mais c'est beaucoup d'emplois. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois, ce dont je vous parle. Ne vous trompez pas. Les industries culturelles et créatives, la culture, c'est un pilier de la vie économique de demain. Un pilier. Et nous devons porter cette ambition, et on peut le faire depuis ici. Aux côtés de cette initiative, je souhaite qu'on puisse donc, d'ici à la fin d'année, construire autour de nos grands acteurs publics et avec la myriade d'acteurs privés d'initiatives, quelques grands projets, mais qui doivent partir du terrain, être ainsi construits comme on vient de le faire pour la cinémathèque, les grands studios et l'école, une réponse qui a du sens. Ce n'est pas à moi de la dicter. Je suis prêt à porter cette ambition et à vous aider à la démultiplier. Marseille, capitale de la culture européenne, ça ne doit pas durer simplement une année. Ça doit être une ambition pour l'avenir. Et puis enfin, et c'est le quatrième rêve, la quatrième ambition que je veux porter avec vous, Marseille doit être pleinement au cœur de sa vocation européenne, de ce que vous avez rappelé, monsieur le maire. Et donc, pour cela, porter des grands projets européens structurants. Réussir à désenclaver sa ville et la rouvrir sur la Méditerranée et porter ce rêve méditerranéen. Et ces deux gestes vont ensemble, parce que si Marseille a ses fractures, c'est qu'elle s'est repliée sur elle-même et par rapport à la mer. Et donc, c'est d'abord le logement. Mais on ne fera pas de Marseille une capitale méditerranéenne si on ne règle pas le problème de l'aménagement de la ville et des quartiers. Je vous le dis, parce que personne ne nous croira sur le fait qu'on est accueillant. Si on dit vous êtes accueillis, mais vous allez dans un truc qui est beaucoup plus loin que prendre l'avion.
Alors, petite panne de son. Bonsoir à tous. Petite panne de son. Tout à l'heure, c'était une panne météo avec cette pluie diluvienne qui s'est abattue, cet orage soudain. Maintenant, c'est une petite panne de son. On va certainement retourner à Marseille dans quelques instants. Tout cela va être rétabli. Peut-être plutôt une panne de liaison son d'ailleurs que de son là-bas. En tout cas, on n'entend plus le président de la République. Alors, on était, il faut le dire, assez loin de Marseille, mais c'est assez typiquement macronien, si j'ose dire. Ces grandes envolées, là en l'occurrence sur le thème de la culture et du message de la France au monde sur la culture, des possibilités, des opportunités françaises sur la culture, c'est sur une bonne vingtaine de minutes. Mais bon, d'une certaine manière, je vais vous présenter nos invités dans un instant, parce que si cette panne de son continue, on va en discuter un moment. On comprend bien que ce discours à Marseille sert d'avant-goût d'une campagne et de thèmes de campagne. On se demandait si ce discours allait se résumer à distribuer des centaines de millions. On a la réponse. Ce discours est profondément politique. Il l'a été, en l'occurrence, sur une question particulière, qui est celle de l'éducation, où, de toute évidence, Emmanuel Macron a testé une idée qui va avancer sans doute pour 2022, donner plus d'autonomie aux écoles. Et c'est un sujet ultra sensible pour une éducation nationale et des syndicats attachés à la centralisation, attachés à l'unicité du système partout sur le territoire. Cette idée-là a été testée avec des écoles où les directeurs d'établissement pourraient choisir leurs équipes pédagogiques, enseignants, mais pourraient choisir les horaires, pourraient choisir le contenu des enseignements. Ça, c'est une idée qui ne passera pas inaperçue. On va beaucoup en parler dans les prochains jours, de toute évidence. Alors, je vous présente ceux qui écoutent Emmanuel Macron avec moi depuis tout à l'heure. Jean Quatremer, bonsoir Jean, correspondant de Libération à Bruxelles. Vous voyez, je cherche mes petites fiches en même temps pour ne pas dire de bêtises sur vous, Jean. Vous vous rappelez plus qui je suis. Qui est cet homme? On a le plaisir de retrouver également Jérôme Jaffré, politologue et directeur du CECOP. Bonsoir Jérôme, bonsoir, très heureux de vous retrouver aussi. On a le plaisir de retrouver Claire Chartier. Vous n'étiez pas très régulièrement avec nous, vous le serez cette année Claire, et c'est un plaisir de vous accueillir, rédactrice en chef de la rubrique Idées à l'Express. Et on a le plaisir de retrouver André Berkoff. Bonsoir André, bonsoir. Éditorialiste à LCI et à Sud Radio. On est parti de Marseille avec les trois urgences, on s'y attendait, sécuritaire, sociale, sanitaire et des mesures d'urgence, et notamment des mesures financières. Mais Emmanuel Macron avait prévenu dès le départ, je ne suis pas seulement là pour apporter, je suis là pour demander. Je ne suis pas là seulement avec des ambitions, je suis là avec des exigences. Les exigences, c'est que vous vous preniez en main, mais visiblement, il y avait autre chose dans les cartons, c'était ces idées de faire de Marseille un laboratoire contre le décrochage, un laboratoire pour les écoles des quartiers difficiles, un laboratoire peut-être pour la culture. Là, on est entré dans un domaine plus direct avec la création éventuelle de studios. Est-ce que c'est ça qui vous a frappé aussi, Jérôme? Écoutez, nous n'avons pas entendu la fin de l'introduction du président, qui probablement prend encore un peu de temps. On a eu à la fois le président devenu maire de Marseille, président de la France et puis président du monde, dans la dernière partie, semble-t-il. Effectivement, je crois que c'est un discours marquant en ce sens qu'il indique bien la ligne des prochains mois pour Emmanuel Macron. C'est ça qui est le plus intéressant peut-être, même si ce qui concerne Marseille est évidemment important. Les thèmes sont clairs. Marseille en grand, bâtir le Marseille de 2030. Dans son intervention du 12 juillet, il parlait de la France de 2030. Ça évite de dire la France de 2027 et d'être brassement électoraliste. Vous mettez la France de 2030, vous êtes un peu plus loin et un peu plus discret. L'intérêt général, la dénonciation des chicayas politiques, des petits arrangements. Il s'agit à nouveau d'attaquer la gauche et la droite comme des notions dépassées et qui ne permettent pas d'avancer. Ça lui permet de dire l'intérêt général doit l'emporter sur le reste. Et prendre des engagements, le président peut le faire, mais il demande des engagements en échange. Et c'est ça une des thématiques de la campagne à venir, vraisemblablement. Les droits et les devoirs. Voilà, le président dira, on pourra faire ça, mais à condition qu'un certain nombre de choses changent dans le pays. Et vous avez raison, l'école indique que le thème de la transformation va rester, mais avec beaucoup d'habileté politique. C'est-à-dire que le président dit ce qu'il faudra mettre en œuvre s'il est réélu, et les directions qu'il va prendre, mais les textes
pour le moment, comme la réforme des retraites, il nous en parlera probablement dans un prochain discours, il dira ce qu'il faut faire précisément, mais on n'avancera pas davantage pour le moment. Il s'agit que l'esprit de transformation continue d'exister pour sa campagne et non pas l'immobilisme et la fin de mandat. C'est donc très important. Et c'est très macroniste de la première heure, cette idée d'envisager l'école, de lui donner de l'autonomie aux établissements, de libéraliser la possibilité pour chaque établissement de faire ce qu'il veut. Jean, ce qui vous a marqué, vous, dans ce discours? Moi, ce qui me marque, c'est à quel point Emmanuel Macron n'est pas un libéral au sens classique du terme. Parce que l'un des nœuds du problème de Marseille, enfin de la question marseillaise, c'est pas la question de l'habitat, c'est effectivement le chômage est un sujet, mais c'est la question de la drogue et de l'économie de la drogue. Dans le monde entier, on est en train de considérer que la lutte contre la drogue est un échec extrêmement coûteux, et qu'on ne répondra pas aux questions posées par la drogue en luttant contre les trafics. Et donc, on va vers une libéralisation, je dirais, soit de la consommation, soit tout simplement de la production. Quand vous dites le monde entier, c'est par exemple, vous avez la moitié des États américains qui ont légalisé, des États américains. C'est l'Amérique qui a lancé, je vous rappelle, après la Seconde Guerre mondiale, la guerre mondiale contre la drogue. C'est un échec patent. Et donc, ils ont décidé d'arrêter. En Europe, une grande partie des pays européens tolèrent la drogue. Et un des moyens de casser la délinquance à Marseille, c'est tout simplement de légaliser la vente de la drogue. Alors, donc dans le discours, vous voyez plutôt ce qu'il n'y a pas, plutôt que ce qu'il y a. Je vois simplement la réponse très sécuritaire. Donc, la réponse est habituelle, je dirais. C'est un discours de droite dur. C'est du Darmanin. Voilà, on a vu d'ailleurs. Jean-Marc Ayrault avait annoncé aussi des renforts policiers. Voilà, mais là, c'est ça. Mais quand Emmanuel Macron s'est présenté en 2017, c'était vraiment, je vous rappelle son livre Révolution, je suis un vrai libéral, comme il n'y a jamais eu en France. Donc je suis libéral sur le plan économique, mais je suis aussi libéral sur le plan sociétal. Et là, une nouvelle fois, il nous montre qu'il n'est pas, c'est un conservateur. Je crois que c'est profondément un conservateur sur toutes les questions sociétales. Claire, qu'est-ce qui vous a marqué? En fait, je ne suis pas tellement d'accord. Moi, ce que j'ai entendu dans ce discours, c'est au contraire un souffle. Et vraiment, l'esprit libéral tel qu'il le distillait dans son livre. Il a insisté sur des mots qui sont forts. Oui, émancipation, autonomie, qui sont vraiment des mots qui, philosophiquement, ont un sens quand même dans la tradition libérale. Et il les a beaucoup utilisés, ces mots-là. Regardez aussi devant, il se sert vraiment de cette étape marseillaise pour renouveler ce discours progressiste, rêver grand. À un moment, il a cette expression, il faut rêver grand pour Marseille, il faut rêver grand pour la France, en gros. Donc, c'est la même chose. Donc, on sent bien que là, il prend le support marseillais pour repartir sur sa grande geste qui était celle de 2017. Et puis, vous l'avez souligné, alors là, c'est vraiment effectivement un pas très important, ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il parle de l'école comme en parlait Claude Allègre il y a 20 ans. Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale, a été celui qui a vraiment essayé de casser le mammouth et de le dynamiser. Rappelez l'expression pour les jeunes téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il avait dit, Claude Allègre? C'était « on va dégraisser ». Voilà, alors oui, mais il ne faut pas retenir de Claude Allègre le dégraissage. Ce qui le caractérisait particulièrement, c'était au contraire l'administration centrale de l'éducation. Et de donner beaucoup d'agilité, en fait, afin que ça bouge. Et c'est ça qui lui a coûté, d'ailleurs. Effectivement, il a subi une pluie de critiques. Mais il voulait faire ce qu'annonce Emmanuel Macron. Il voulait donner de l'autonomie aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent trouver effectivement les enseignants qui allaient bien avec le projet local, etc. C'est exactement ce que voulait faire Claude Allègre. C'est un grand débat qui va démarrer. Ah oui, un grand débat qui va démarrer. Moi, j'adore les grands débats quand ils démarrent à 6 mois des présidentielles. C'est très intéressant. Je vous dis, ils découvrent Marseille comme Christophe Colomb découvrait l'Amérique. C'est une bonne chose. Il n'est jamais trop tard pour bien découvrir. Mais je rappelle quelque chose quand même à propos des petits gestes. Je rappelle cette séquence que tous vous connaissez, quand Jean-Louis Borloo, qui n'est pas un enfant et un perdreau de ses années, avait travaillé comme un fou sur des plans de la ville, justement là-dessus. Et rappelez-vous ce qu'avait dit en public et sur scène Emmanuel Macron. « Mon cher Jean-Louis, ce n'est pas à 2 mâles blancs comme nous qui allons décider de ce qui doit se faire là. » Eh bien là, le mâle blanc a frappé. Voilà, il a décidé un plan, etc. Or, en fait, pourquoi pas? Peut-être, l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'espère que ce sera le paradis. Mais, en fait, soyons clairs, vous l'avez dit au départ, c'est le début de sa campagne. Il lance sa campagne présidentielle avec, effectivement, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime de son point de vue, avec tout ce qu'il... Et on l'a bien vu,
ça a commencé par Marseille, après, c'est parti. La culture, la multiculturalité, l'Europe, la Méditerranée, etc., etc., et le monde. Et la philosophie disait, de la réforme de l'éducation. Voilà, et la réforme de l'éducation. l'éducation, etc. Ce qui est intéressant, encore une fois, là, c'est est-ce qu'il va avoir le temps de montrer d'ici avril 2022, parce que l'échéance c'est avril 2022, que des choses vont se faire. Et puis Alors là, surtout- André, en Pardon, tout cas ouais. sur l'éducation, de toute évidence, Oui, c'est un c'est thème beaucoup qu'il plus met long. sur la table pour la campagne électorale. Pour Non, la mais je campagne voudrais présidentielle. revenir au temps, parce que ce que Jean Quatremer disait, c'est vrai que là, les choses la plus importante. Rappelons juste une chose. Le trafic de cannabis, rien qu'en France, le chiffre d'affaires, c'est 3 milliards d'euros. Voilà. 3 milliards d'euros. Bon, des familles entières, et surtout à Marseille, et Bac Nord, le film le montre très bien, vivent de cela. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas si la solution, légalisation, dépénalisation, etc. Mais il y a un problème fondamental dans lequel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, on va augmenter un peu les chiffres de la police, on va faire un hôtel de police, on va mettre des caméras que les mecs vont détruire. Ça, c'est classique, si j'ose dire. Voilà. Et c'était un passage imposé, un passage C'est-à-dire obligé. que moi, ce qui me frappe, mais chez Macron, et pas seulement chez Macron, attention, il ne s'agit pas les autres, les prédécesseurs étaient la même chose. On annonce, même si on fait, il y a des effets d'annonce, c'est très bien, sincérité. Mais après, quand il s'agit de trancher dans le vif, comme disait l'autre, Karcher disait l'un, ou je ne sais pas quelle formule disait l'autre, là, franchement, Alors il y a là, un problème. c'est la deuxième question que je voulais vous poser. Parce que tout le monde l'a rappelé, des plans pour Marseille, il y en a eu pas mal depuis une quinzaine d'années. On se souvient en particulier celui de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, en novembre 2013, je crois, quand il avait annoncé lui aussi pas mal d'argent. Emmanuel Macron, dès le départ, d'une certaine manière, il veut s'en démarquer. Il dit, on titre sur la fin de l'impuissance publique, Emmanuel Macron lui-même sait que beaucoup de gens ont ce sentiment de l'impuissance publique. Donc il prend le soin de dire, je ne suis pas venu arroser le désert, entre guillemets, déverser des millions. Donc je suis venu, encore une fois, avec des exigences. Et parmi ces exigences, il y a une forme de co-gouvernementalité. C'est-à-dire, il dit, moi, les écoles, par exemple, c'est du domaine, c'est des compétences municipales. L'État ne peut pas se substituer à la mairie, mais on va créer une sorte de structure, une société mixte, et comme ça, on va contrôler l'affaire et on va s'assurer que l'argent investi va bien déboucher sur la rénovation des écoles. Est-ce que de ce point de vue, Non, mais oui, Jean, vous avez- est-ce que de ce point de vue, il vous convainc un peu que ce ne sera pas le énième plan et qu'il y aura malgré Voilà, tout il y a juste une petite phrase un souci simplement, d'efficacité qu'il a prononcée, qui dit qu'il a évoqué la corruption. Il n'a pas prononcé le mot corruption. Hein. Or, on sait très bien que toute l'économie Ni de la drogue- clientélisme, il l'a pas dit non. Voilà, deux mots. Aucun tabous. des deux. Il Or, l'a on sait prononcé. très bien que l'économie de la drogue, ça va avec la corruption et ça va avec le clientélisme. C'est un ensemble. Hein. Et là, il n'a rien dit. Il a juste dénoncé les petits arrangements. C'est un peu léger, parce que là, il aurait pu effectivement taper, et pour restaurer l'autorité de l'État, pour restaurer la parole publique, dire « nous traquerons la corruption partout et se manifeste ». Il a appelé le BTP, la commission... Ah oui, vous savez, Jean, que le clientélisme, Le qui n'est pas la bâtimentaire. corruption, Le bâtimentaire. le clientélisme, il n'y a rien forcément d'illégal. Ah non, mais ça va souvent avec la corruption. Ça va souvent avec la corruption, mais je- c'est difficile à traquer le C'est- clientélisme. moi qui vis en Belgique, je pourrais vous parler différemment du clientélisme et de la corruption. On voit ça tous les jours. Et donc, on aurait pu imaginer qu'il axe au moins une partie de ses propos sur la lutte contre la corruption. À part cette petite citation, il n'y a pas grand-chose. Jean, moi, Jérôme, est-ce que vous, en l'écoutant, vous avez été, pas forcément convaincu, mais que vous avez aperçu une possibilité pour que ça ne soit pas le énième plan qui conduise lui aussi à une forme d'impuissance publique, telle qu'elle est ressentie en tout cas? Je ne porterai pas de jugement sur Marseille et évidemment, il faut du temps pour que tout ça porte. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le discours du président, c'est une réponse à la notion de république des territoires que la droite, par exemple, veut mettre en avant. Il s'agit de dire, oui, on peut faire confiance aux structures locales, mais à condition que ce soit dans la concertation et dans des structures communes. C'est un des grands débats de la présidentielle à venir. Est-ce qu'on va vers de nouveaux pas de décentralisation? Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on organise le fait que les structures locales, dans les chicayas locaux dont parle le président, aboutissent à une impuissance publique? Deuxième thème sur l'argent. Le président a fait attention. Il n'y a pas d'argent magique. Les folles dépenses démarrées sur le thème qu'il apporte des milliards à Marseille. D'une part, les Marseillais se disent on se moque de nous.
Et d'autre part, les Français, par ailleurs, et en particulier les électeurs de droite, disent qu'il faudrait peut-être arrêter de jeter l'argent comme ça. Et il y a un moment où le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter. Donc le président est beaucoup plus prudent que la presse ne l'avait présenté initialement. Et enfin, il faut faire des réformes. C'est ça l'axe de son discours aussi. Il faut se réformer. Et on revient au Macron de et là, 2017. On revient à un président qui, du coup, grâce au Covid et grâce à la crise du Covid, peut répondre à la critique qui est faite, qu'il a fait beaucoup moins de réformes qu'on attendait, alors qu'en réalité, les Gilets jaunes en sont largement la cause, puisque à partir de ce moment-là, le président a bloqué beaucoup de réformes. Mais du coup, ça lui permet de dire, on revient à le grand élan qui a précédé 2017. J'adore André, oui, juste un mot, c'est Retour vers le futur. Ce qui est très très intéressant, le paradoxe Macron, mais vraiment ça. On l'écoute, on se dit, il est sincère, il a envie. Mais vous avez vu, il s'est présenté en 2016-2017 comme le président de la rupture. Et à chaque fois qu'il arrive, et à un moment donné, il faut une rupture, une certaine rupture, et de dire effectivement, je rentre, pardon l'expression vulgaire, je rentre dans le lard, je dis un certain nombre de choses, je le fais, et là il s'arrête. C'est-à-dire, il s'arrête au bord du précipice, et j'ai pas envie que ça soit, vous savez, on était au bord du gouffre, et depuis on a fait un grand pas en avant. J'espère que ce ne sera pas ça. Ouais. Claire, est-ce que vous avez entendu dans ce discours quelque chose qui vous fait penser que cette fois-ci, ça va bouger? Non, il disait, je crois qu'il disait hier qu'il fallait regarder pourquoi les expériences précédentes n'avaient pas marché. Donc ce que j'ai pas entendu là, en effet, c'est quelque chose qui nous permette de penser que ce fameux mal endémique qui est sorte de déficit d'attention politique, administrative sur les expériences qui sont menées précisément se contente et finalement ce que ça donne. Et le suivi, soit de l'argent qu'on met à tel endroit, soit des politiques qu'on a déployées. Donc ce mal-là, qui est vraiment typiquement français, j'ai rien entendu dans le discours qui nous permette de penser qu'on va mettre en place quand même des mécanismes de suivi pour voir finalement qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est quand même la clé dans beaucoup de... Et Marseille notamment. L'évaluation. L'évaluation. C'est vrai. Matin, quel débat bref et concis. Et Formidable. Merci à vous quatre. Vous avez beaucoup plus écouté que parlé pour ce premier rendez-vous du jeudi. C'est très inhabituel. Ah ouais. Mais vous avez été impeccable. Merci à vous quatre. C'est l'heure des partis pris avec un peu de retard, mais on va les accueillir évidemment ce soir comme tous les soirs. Merci encore, nous rejoignent Jean-Michel Apathy pour la politique, Abnous Chalmani pour l'international, Marie Bonisseau pour la société et Pascal Perry pour l'économie. Installez-vous, c'est vous qui commencez Jean-Michel. Alors, vous ne rebondissez pas, on vient de le faire sur le discours qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, mais sur un autre propos qu'il a tenu précisément à propos du trafic de drogue. Et vous dites, nous sommes... on pourrait le mettre entre guillemets, enfin vous mettez le mot entre guillemets, nous sommes tous des complices. Selon le chef de l'État. Évidemment, Emmanuel Macron est surtout à Marseille parce que le trafic de drogue depuis des années attire notre attention. Le trafic de drogue, il existe dans toutes les grandes villes, évidemment, sur tout le territoire, évidemment. À Marseille, il est particulièrement violent, ce qui fait que Marseille et la drogue, on en parle beaucoup. Et hier soir, Emmanuel Macron a visité un commissariat de police et devant les policiers, il n'a pas stigmatisé seulement les trafiquants, mais aussi les consommateurs. On écoute le chef de l'État. L'idée que dans certains quartiers, ce serait branché de prendre de la drogue pour que dans d'autres, on ait des jeunes qui se fassent tuer parce qu'ils la vendent ou surveillent, c'est terminé. Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices, de fait. Alors, les consommateurs de drogue sont des complices de fait. C'est une évidence, le produit est interdit, ceux qui l'achètent sont complices de l'illégalité, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est dans les beaux quartiers? Est-ce que ce sont les riches qui consomment ce que les pauvres commercialisent? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, ce n'est pas la première fois que le gouvernement rôde cette idée de stigmatiser les consommateurs. Gérald Darmanin, à plusieurs reprises, là on a pris un extrait, a dit ceci, la phrase m'a fait un peu rire d'ailleurs à l'époque, « Je connais plein d'endroits bourgeois, donc où on consomme du cannabis. » Moi, j'aurais pas dit ça comme ça, mais enfin, je connais, bon, très bien, il est ministre de l'Intérieur quand même, les personnes qui sont de catégories sociales plus élevées font vivre ce trafic parfois. Alors on voit bien, Gérald Darmanin parle souvent des bobos, etc. C'est un problème dans la société française, les bobos. Et juste comme ça, quand on a un peu de mémoire, Gérald Darmanin, janvier 2017, à l'Opinion, campagne présidentielle, il soutient François Fillon. Que dit-il à l'époque d'Emmanuel Macron? Eh bien, il dit qu'il est le pur produit du système, beau quartier, belles études, belle fortune, belles relations, et il parle de la boboïtude d'Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, les bobos
Gérald Darmanin ne les aime pas et il a convaincu Emmanuel Macron que c'était le problème au sujet de la drogue. Est-ce que c'est sérieux de dire ça? Quels sont les chiffres de la consommation de la drogue en France? La France est l'un des pays où l'on consomme le plus de cannabis. Parce qu'on parle de cannabis, là. Quels sont les chiffres de la consommation? 5 millions de consommateurs occasionnels chaque année, 1,5 million de consommateurs réguliers, qui consomment au moins 10 fois par mois. Et selon des études même, au moins, d'après des questionnaires qui sont établis sous l'égide de l'INSEE du ministère de la Santé, un adulte sur 2, 18 à 65 ans, déclare avoir consommé au moins une fois du cannabis dans sa vie. Donc le cannabis, ça concerne toute la société. Les riches, les pauvres, les campagnards, les citadins. Le cannabis, c'est un problème national. Vraiment, on ne peut pas dire les riches sont le problème. Les riches sont les consommateurs. Ça n'est pas sérieux. Tout le monde consomme. Oui, tout le monde consomme, tout le monde connaît des gens qui consomment. La question plus intelligente à se poser de la part du pouvoir, qui depuis 40 ans refuse de se la poser avec une abnégation qu'il faut saluer, c'est pourquoi un produit interdit est-il un produit de consommation de masse? Qu'est-ce qui fait que les gens y vont? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faudrait connaître ce marché-là, connaître les motivations des gens. Mais comme c'est interdit, ce sont des choses que l'on ne fait pas, que l'on ne possède pas et que l'on ne connaît pas. Emmanuel Macron a dit, il semble dire que désormais, puisqu'ils seront complices, les consommateurs seront sanctionnés de manière plus importante. Il suggère ça. Aujourd'hui, c'est une amende de 200 €. Ça fait 1 an qu'une amende a été établie pour les consommateurs. Ça, avant, on poursuivait, poursuite en justice éventuelle, mais en général, il n'y en avait pas. Là, il a été décidé, il y a 1 an, effectivement, que ce il y a serait 1 an. À l'usage. Parce que les policiers disent que ce n'est pas adapté. Parce qu'on contrôle quelqu'un, il faut l'attraper sur le fait, il faut qu'il reconnaisse qu'il est consommateur de cannabis. S'il n'a pas sa carte d'identité, on ne l'amène pas au poste, on ne peut pas vérifier son identité, il nous donne une identité fictive et il s'échappe. Ça n'est pas comme ça qu'il faut sanctionner les consommateurs de cannabis. En fait, le pouvoir est en échec. Et comme il n'arrive pas à contrôler le trafic, il s'en prend à ceux qui consomment. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Et par ailleurs, vraiment, hein, le cannabis... Est-ce que ce n'est pas plus, pardon, un appel à une forme de... De civisme? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un appel à une forme de civisme. Mais le civisme, il n'a aucune chance d'exister dans ce dossier, puisque les gens consomment depuis 40 ans du cannabis. On va pas... Enfin, les gens qui consomment... Moi, je n'en suis pas. Là, j'ai l'impression de défendre les consommateurs. Ça m'est un peu égal personnellement. Vous n'avez jamais fumé un pétard? Jamais. Alors, pour le coup, je n'ai pas avalé la fumée. Non, jamais. J'ai bu ma part d'alcool, Vous n'êtes pas Bill Clinton. mais je n'ai pas consommé du cannabis. Mais s'il y a un problème social, économique, national plus important, ce n'est pas le cannabis. Hein, parce que quand même, il faut toujours rappeler ces chiffres-là. L'alcool et la cigarette tuent beaucoup plus que le cannabis. Mais beaucoup plus. Ce sont des produits licites. 75 000 décès attribués au tabac par an, 41 000 décès. Les dégâts économiques, psychologiques, familiaux de l'alcool et de la cigarette sont autrement considérables que le cannabis. Le vrai problème du cannabis, vous savez ce que c'est? C'est qu'il est interdit. C'est la prohibition, le vrai problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'autoriser. Moi, je n'en sais rien. Mais la prohibition, ça suscite le trafic. Le trafic, ça suscite les bandes, l'argent noir et les cités perdues. Et si on ne se pose pas cette question-là... L'autre différence, quand même, c'est que l'alcool est vieux comme la France. On consommait, il y avait des vignes... en même temps que les premières cités. Avant l'Antiquité. Les drogues aussi, dans les communautés humaines, les drogues aussi. Mais ce n'est pas depuis 40 ans qu'on fume des cannabis en France. Au début du siècle, au bateau lavoir, Picasso, Juan Gris, et à l'époque, on en trouvait chez les apothicaires ou dans les pharmacies avec de l'opium.